La vérité est une lame qui ne peut être évitée, et parfois, la seule chose que l'on puisse faire est de l'aiguiser. Dans un monde où l'ordre humain n'est qu'une illusion face à l'étendue souveraine de la nature, l'histoire de Javier révèle que la ferveur d'un père est une force géologique, capable de déchirements sismiques. Abandonnant la douceur ocre et le rythme lent de l'Estrémadure, sa vie s'est retrouvée jetée dans le brasier incandescent de la brousse africaine. Javier n'est pas un homme de guerre ou un aventurier, mais un viticulteur simple, forcé par la fatalité de se muer en un traqueur sans répit, en une ombre guidée par l'instinct, avec pour seul allié ses 3 fidèles compagnons canins. Préparez-vous à une plongée viscérale et sans concession dans l'essence du sacrifice absolu, la résurgence de l'instinct de survie et les enseignements que seule l'incertitude du continent, dans sa splendeur terrible, peut nous offrir. Avant de plonger dans cette histoire fascinante qui débute sous le poids d'un choix impossible, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte d'un parent pour son enfant. Pensez-vous que ces récits de sacrifice peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. L'Estrémadure, ses champs d'oliviers argentés et l'odeur terreuse du vin, n'était plus qu'une mélodie lointaine, étouffée par le bruit incessant des moteurs et le chaos des pistes d'atterrissage improvisées en Afrique australe. Javier Ramos, un homme dont les mains connaissaient le secret de la vigne et dont le sort battait au rythme des saisons, se tenait désormais dans une petite ville frontalière anonyme du Mozambique, point de départ d'une quête insensée. Il avait vendu ses terres, ses récoltes, son passé, pour réunir une somme dérisoire face à l'ampleur de sa tâche, et avait volé à travers un continent pour arriver ici, à l'orée du désespoir. Sa fille, Isabelle, 17 ans, était son seul enfant, une jeune femme lumineuse, étudiante en biologie, partie au Zimbabwe pour un stage de terrain dans une réserve animalière. L'information qui avait brisé la vie de Javier était arrivée par un satellite tremblant, un incident brutal impliquant des groupes armés non identifiés, un véhicule scientifique disparu, et l'évaporation d'Isabelle et de son encadrant. Javier n'avait pas voyagé seul. Ses 3 chiens, élevés dans la quiétude des vignobles, étaient son bouclier et son instinct. Titane, le cane corso massif, était la force brute, la vigilance silencieuse, dont la simple présence dissuadait la méfiance. Ombra, la chienne de berger des Pyrénées, était l'intelligence, la navigatrice subtile dont le museau ne se trompait jamais sur une piste humaine. Et Silas, le lévrier espagnol, était l'endurance et l'alerte, un éclair de vitesse capable de couvrir des distances incroyables. Arrivé dans un poste isolé du Zimbabwe, où les autorités locales avaient déjà classé le dossier comme non résolu et dangereux, Javier a senti pour la première fois la brutalité de la nature humaine et du continent. Ce n'était pas la faune qui l'inquiétait, mais les ombres qui se mouvaient sous elle. Grâce à une rançon payée à un informateur sans scrupules, il obtint une seule indication, fragile, une piste menant vers le sud, vers une zone tampon entre 2 parcs nationaux, connue pour être le territoire des réseaux de contrebande. Le moment marquant, celui qui scella son destin et fit de lui un traqueur, fut la découverte d'un morceau de tissu déchiré accroché à une clôture rouillée à l'entrée de la zone interdite. Ce n'était pas n'importe quel tissu, c'est un fragment du foulard que sa mère, la grand-mère d'Isabelle, lui avait offert. Ce carré de soie usée, portant encore une odeur de lavande espagnole, était un signe indiscutable. C'était un message, peut-être laissé volontairement, qui criait « Je suis passé par là ». Subitement, la quête cessa d'être une recherche désespérée pour devenir un plan, une obsession millimétrée. La brutalité de la nature se manifestait dans le silence absolu qui entourait cette zone, un silence lourd de menaces non dites. Javier sentit le poids de la transformation. Le viticulteur mourait ici, et le père traqueur naîtrait. Les chiens, eux, le suivaient, leur regard fixé sur le sien, prêts à obéir à l'ordre muet de la survie. S'aventurer dans la zone tampon fut comme franchir le seuil d'un autre monde, un espace où l'autorité officielle n'était plus qu'un vague souvenir, et où la loi était dictée par l'instinct. Le premier adversaire fut le manque d'eau, une présence invisible et omniprésente qui desséchait la gorge, fendait les lèvres et transformait chaque kilomètre en une épreuve d'endurance. Les rations d'eau de Javier, savamment calculées, s'épuisèrent bien plus vite que prévu sous le soleil impitoyable. Les défis initiaux s'accumulèrent. Ils rencontrèrent une hostilité sourde dans les rares groupements humains. Les fermes isolées et les petites communautés de gardiens de bétail regardaient Javier et ses chiens avec une méfiance glaciale. Pour eux, l'homme blanc accompagné de chiens d'une race puissante ne pouvait être qu'un agent du gouvernement ou pire, un braconnier à la recherche de son propre butin. La peur était une barrière plus solide que n'importe quelle clôture. Javier dut se départir de ses dernières notions de bienséance. Il échangea sa montre, un cadeau de famille, contre une simple carte rudimentaire d'une source d'eau saisonnière. Il offrit des morceaux de viande séchée, tirés de ses propres maigres réserves, pour apaiser la faim des chiens locaux et gagner un minimum de confiance. Ces petits actes, loin d'être héroïques, étaient des moments d'humilité forcée qui montraient la complexité des relations et des conflits. Le doute et la tension atteignirent leur paroxysme un après-midi brûlant. L'humidité était si épaisse qu'elle semblait étouffer l'air. Titan, le cane corso, le plus lourd et le plus puissant, commença à montrer des signes de déshydratation sévère. Son pas devint traînant, sa langue pendait lourdement, et ses yeux, d'ordinaire si vifs, se voilaient d'une fatigue extrême.
Le colosse, la sentinelle du groupe, était sur le point de s'effondrer. Javier, paniqué, se souvint des leçons de son grand-père viticulteur sur la gestion de l'eau en période de sécheresse. Il se précipita vers un acacia isolé et, avec son couteau, creusa furieusement à sa base, là où les racines conservent l'humidité la plus profonde. Pendant que la petite quantité de boue fraîche et humide commençait à s'accumuler, Ombra et Silas se mirent spontanément de chaque côté de Titan, formant un bouclier contre le soleil et les insectes, et léchant son museau pour le maintenir éveillé. C'était une scène d'une vulnérabilité poignante, la force brute à terre, soutenue par l'intelligence et l'endurance. Javier réussit à extraire une eau boueuse mais salvatrice qu'il filtra à travers un chiffon usé. Il la donna à Titan, goutte par goutte. Cet instant de soin désespéré renforça le lien au-delà de la survie. Le père ne sauvait pas seulement son chien, il préservait son armée. Une fois Titan stabilisé, Silas, le lévrier à l'acuité incroyable, s'agita soudainement, tirant Javier vers un buisson d'épines. Là, incrusté dans la terre fraîchement remuée, se trouvait un objet infime mais bouleversant, un médaillon en argent, portant les initiales IER. C'était un bijou de famille qu'Isabelle portait toujours. La piste du vilain s'arrêtait là, mais la piste émotionnelle s'éclaircissait. Le médaillon n'était pas tombé. Il avait été enfoui à la hâte, peut-être délibérément. Ce petit progrès redonna à Javier une nouvelle dose d'adrénaline, transformant la pénibilité de la marche en une détermination farouche. Ils étaient sur la bonne trace, malgré l'immensité et la dangerosité du territoire. La méfiance locale, le manque d'eau, tout cela n'était que prélude à la véritable épreuve, point la découverte du médaillon d'Isabelle marqua la véritable métamorphose de Javier. Le viticulteur de l'Estrémadure disparut totalement, remplacé par l'ombre furtive et implacable du tracker. Le premier acte symbolique de cette transformation fut le délestage. Javier prit sa trousse de premiers secours trop lourde, ses cartes topographiques détaillées mais obsolètes, et les enterra sous un cairn de pierre. Il ne garda que l'essentiel, le couteau, la gourde, les quelques aliments secs, et surtout la foi absolue dans l'instinct de ses chiens. En laissant les cartes derrière lui, il acceptait de s'engager dans la savane réelle, le territoire non cartographié de l'instinct pur. La progression devint plus qu'une marche, c'était une chasse. Ils entrèrent dans une zone de savane plus dense et plus hostile, parsemée de rochers granitiques et de forêts-galeries le long des rivières. Les obstacles externes étaient désormais la faune dangereuse, la traversée furtive de zones d'hippopotames, la nécessité de contourner les territoires de lions. Les obstacles internes de Javier, le doute, la fatigue morale, étaient combattus par des rituels, parler à haute voix, à Isabelle chaque matin, et caresser longuement la cicatrice fraîche sur l'épaule de Titan. Le dépassement de soi arriva lors de la traversée d'Envelay, un marécage saisonnier. Piégés par la boue gluante, les 4 membres de la famille risquaient de s'enliser. Javier, réalisant que le poids des sacs était trop important, se débarrassa de la dernière chose qu'il chérissait, son portefeuille contenant toutes ses photos de famille. Il le jeta dans la boue. Cet abandon fut libérateur. Dans cet instant, il comprit que les souvenirs devaient être portés dans le seur, et non dans une poche. Allégé, il puisa dans une force insoupçonnée, soulevant Titan et tirant Ombra pour les faire franchir le piège. 2 jours plus tard, alors qu'il campait près d'un point d'eau isolé, Ombra s'agita, non pas en alerte de danger, mais en reconnaissance d'une odeur. En examinant les rives, Javier trouva le geste symbolique qui transforma définitivement sa recherche en une persécution. Coincé entre 2 racines de mopane, il y avait un petit mouchoir en coton, plié selon une méthode qu'Isabelle utilisait toujours. Mais ce n'était pas le pliage qui le bouleversa. Sur le mouchoir, un minuscule fragment de charbon avait été utilisé pour dessiner un petit signe. 3 lignes parallèles, le code secret qu'ils utilisaient quand Isabelle était enfant pour dire « J'ai besoin de toi ». Ce mouchoir ne venait pas d'un campement de fortune. Il venait d'un convoi. Ce n'était pas un accident. C'était un signal désespéré, et il pointait vers l'est, vers le sœur des terres sauvages. La découverte injecta une nouvelle vague de rage et de détermination dans les veines de Javier. Il était passé du père inquiet à un prédateur déterminé. Il ne cherchait plus Isabelle. Il était sur ses talons, traquant ses ravisseurs. La relation avec ses chiens évolua, ils n'étaient plus seulement des protecteurs, mais des extensions de sa propre volonté, une meute dont l'objectif était unique et sacré point. Le chemin tracé par les indices de Sophia menait à un point de non-retour, une faille montagneuse isolée, utilisée comme cachette par des groupes illégaux. La traque avait duré des semaines. Javier et ses chiens, affamés, couverts de cicatrices et d'une poussière rouge qui faisait désormais partie d'eux, étaient à bout. Le climat s'était fait plus capricieux. L'événement qui mit tout en péril survint au milieu. Une nuit sans lune. Il s'était approché trop près d'un campement de fortune. Soudain, un orage tropical d'une violence inouïe éclata, transformant le sol sec en torrent de boue déchaînée. Javier et les chiens furent piégés dans une petite alcôve rocheuse, le niveau de l'eau montant à une vitesse terrifiante. C'était la savane elle-même qui tentait de les engloutir. Dans le chaos des éclairs et du grondement de l'eau, ils entendirent des voix humaines et des aboiements lointains. Les braconniers étaient sortis de leur cachette pour vérifier leur stock. C'est là que le véritable danger surgit. 2 hommes armés, éclairés par un coup de foudre, les repérèrent. La confrontation était inévitable. Dans l'obscurité et le déluge, la meute de Javier réagit avec une coordination implacable.
Titan, le Cane Corso, se jeta sur le premier homme, neutralisant son arme d'un mouvement précis. Mais le second homme, plus rapide, tira. L'impact ne frappa pas Javier, mais Umbra, la Doberman intelligente, qui s'était interposée. Elle s'effondra dans la boue, un gémissement faible étouffé par la pluie. La fureur de Javier fut terrifiante. Sa seule pensée était pour sa fille et pour sa chienne. Profitant de la confusion, il s'élança, son couteau de chasse brillant faiblement. Il ne cherchait pas à tuer, mais à désarmer et à survivre. Pendant ce temps, Silas, d'habitude l'éclaireur, le lévrier rapide, défendait Umbra, tournant autour d'elle avec des feintes qui empêchaient les hommes de s'approcher. Après une lutte brutale dans la boue et l'eau glacée, Javier neutralisa les deux hommes, les ligotant avec des lianes. Il se précipita vers Umbra. Elle était blessée mais vivante. C'est alors en fouillant les sacs des assaillants qu'il fit la découverte la plus cruciale. Dans une petite sacoche imperméable, il trouva un carnet. Ce n'était pas le journal d'Isabelle, mais un petit cahier d'études avec des notes manuscrites en anglais et en espagnol sur la faune locale. Isabelle avait pris des notes. Il y avait des dessins d'animaux et, plus loin, des annotations subtiles et chiffrées sur l'itinéraire des braconniers, sur le chef du groupe et sur leur destination finale, un camp de base plus grand, loin dans une vallée isolée où ils devaient échanger leurs prises. Les notes d'Isabelle confirmaient qu'elle était gardée, mais qu'elle travaillait activement à leur perte. Elle, une nuit sans lune. Ils s'étaient approchés trop près d'un campement de fortune. Soudain, un orage tropical d'une violence inouïe éclata, transformant le sol sec en torrent de boue déchaînée. Javier et les chiens furent piégés dans une petite alcôve rocheuse, le niveau de l'eau montant à une vitesse terrifiante. C'était la savane elle-même qui tentait de les engloutir. Dans le chaos des éclairs et du grondement de l'eau, ils entendirent des voix humaines et des aboiements lointains. Les braconniers étaient sortis de leur cachette pour vérifier leur stock. C'est là que le véritable danger surgit. Deux hommes armés, éclairés par un coup de foudre, les repérèrent. La confrontation était inévitable. Dans l'obscurité et le déluge, la meute de Javier réagit avec une coordination implacable. Titan, le Cane Corso, se jeta sur le premier homme, neutralisant son arme d'un mouvement précis. Mais le second homme, plus rapide, tira. L'impact ne frappa pas Javier, mais Umbra, la Doberman intelligente, qui s'était interposée. Elle s'effondra dans la boue, un gémissement faible étouffé par la pluie. La fureur de Javier fut terrifiante. Sa seule pensée était pour sa fille et pour sa chienne. Profitant de la confusion, il s'élança, son couteau de chasse brillant faiblement. Il ne cherchait pas à tuer, mais à désarmer et à survivre. Pendant ce temps, Silas, d'habitude l'éclaireur, le lévrier rapide, défendait Umbra, tournant autour d'elle avec des feintes qui empêchaient les hommes de s'approcher. Après une lutte brutale dans la boue et l'eau glacée, Javier neutralisa les deux hommes, les ligotant avec des lianes. Il se précipita vers Umbra. Elle était blessée mais vivante. C'est alors en fouillant les sacs des assaillants qu'il fit la découverte la plus cruciale. Dans une petite sacoche imperméable, il trouva un carnet. Ce n'était pas le journal d'Isabelle, mais un petit cahier d'études avec des notes manuscrites en anglais et en espagnol sur la faune locale. Isabelle avait pris des notes. Il y avait des dessins d'animaux et, plus loin, des annotations subtiles et chiffrées sur l'itinéraire des braconniers, sur le chef du groupe et sur leur destination finale, un camp de base plus grand, loin dans une vallée isolée où ils devaient échanger leurs prises. Les notes d'Isabelle confirmaient qu'elle était gardée, mais qu'elle travaillait activement à leur perte. Elle C'était un atout, pas une simple victime. La force du lien entre le père, la fille et les chiens était prouvée. La chienne avait risqué sa vie pour son maître, et la fille avait laissé des miettes d'espoir pour son père. La survie n'était plus un espoir, mais une nécessité. Le sauvetage de Sophia dépendait maintenant de la dernière force de cette meute brisée pour la piste finale, tirée du carnet de Sophia, mena Javier et ses deux chiens valides. Umbra avait été stabilisé, mais restait caché et surveillé à un campement plus grand, un nœud logistique pour le trafic d'espèces sauvages. Javier, agissant désormais avec la précision d'un soldat fatigué, utilisa les informations de sa fille pour frapper au moment le plus vulnérable, le transfert des marchandises à l'aube. L'arrivée inattendue et la ferveur animale de Titan et Silas provoquèrent une panique totale. Javier trouva Isabelle dans une grande hutte de stockage. Elle n'était pas enchaînée, mais utilisée comme traductrice et assistante pour cataloguer les pots et les défenses. Les retrouvailles furent inoubliables. Isabelle ne se précipita pas, elle s'approcha lentement, les yeux remplis d'une compréhension nouvelle de la folie et du courage de son père. L'étreinte fut le point culminant de leur odyssée. Leur retour vers la civilisation ne fut pas instantané. Ils passèrent plusieurs jours dans une petite communauté voisine, à qui Javier expliqua ce qui s'était passé. La révélation dans cette humble aldeia fut bouleversante. La communauté, lasse des braconniers, les aida à soigner Umbra et à contacter discrètement les autorités anti-braconnage. C'est là que Javier comprit l'impact profond des événements. Isabelle ne voulait pas partir immédiatement. Durant sa captivité, qui s'apparentait plus à de la servitude forcée qu'à un emprisonnement, elle avait collecté des données cruciales sur le réseau. Elle avait développé une résilience incroyable, apprenant à observer et à manipuler ses ravisseurs. Elle était revenue, non pas traumatisée, mais transformée en une défenseuse de la nature aguerrie, son idéalisme ancré dans une réalité brutale. Le retour en Espagne, des semaines plus tard, fut un voyage d'introspection. Javier, le viticulteur, rentra en homme de la terre et de l'instinct.
Il avait appris que le véritable courage réside dans l'action, quand toutes les cartes et la logique ont échoué. Le sacrifice de ses biens, de son passé, avait été le prix de sa plus grande victoire. Non seulement sauver Isabelle, mais retrouver une âme que la routine avait endormie. Les 3 chiens, Titan, Silas et Ombra, convalescentes, étaient les symboles vivants de cet amour inconditionnel. Ils avaient prouvé que le lien familial, qu'il soit par le sang ou par le sœur, est la seule force capable de traverser les continents et de ramener la lumière dans les ténèbres. Le parcours avait apporté à Javier et à Isabelle un enseignement essentiel sur la nature, sur la survie et sur l'apprentissage qui vient de l'incertitude. Ils avaient laissé une partie de leur ancienne vie dans la savane pour revenir ensemble, complètement transformés et infiniment plus forts. Si cette histoire de sacrifice et de résilience vous a touché ou fait réfléchir sur la force des liens inconditionnels, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie.